J'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénients. On va pouvoir publier les enregistrements sur la plateforme éventuellement, donc ça pourra vous servir à vous et vos futurs collègues. Donc, je disais que je vous présente Salimata Soro, directrice de l'employabilité et de l'immigration économique au CEDEM, donc c'est au Manitoba. Elle travaille au CEDEM depuis 10 ans et a occupé les postes de conseillère en emploi, gestionnaire de projet en employabilité, directrice de l'employabilité et des ressources humaines. Depuis 2018, elle a pris en charge le dossier de l'immigration économique en plus de celui de l'employabilité, d'où son poste actuel. Elle a développé tous les programmes d'employabilité du CEDEM ainsi que les ateliers qui y sont donnés. En termes de formation, elle a un MBA en administration des affaires avec une double spécialisation en ressources humaines et en leadership de l'Université de Fredericton. Elle a plusieurs certificats en gestion de carrière, counseling, formateur de la diversité culturelle, coach de vie, etc. Elle est également consultante en immigration, formation qu'elle a suivie avec le collège Herzing. Elle développe des ateliers en employabilité et en diversité culturelle pour différents organismes en partenariat avec une firme, Condo Consulting. Dernièrement, elle a conçu et écrit le projet Destination Manitoba, dont on a beaucoup entendu parler, qui a été approuvé et financé par la province du Manitoba. Sur une note plus personnelle, elle est originaire de la Côte d'Ivoire. Ça fait 15 ans qu'elle a immigré au Canada. Puis son plus beau projet, c'est ses 3 enfants. Donc, elle est maman de 3 enfants et championne d'Afrique des Nations 2024. Il va falloir qu'on se reparle de ça, là, parce que je ne suis pas sûre de saisir en quoi ça consiste, mais à un moment donné, quand on aura 5 minutes, là, tu pourras nous parler de ça. Donc, salut Pata, je te laisse la parole. Puis, dis-moi, est-ce que tu préfères que si les gens ont des questions, ils te les posent au fur et à mesure ou à la fin? Comment tu veux fonctionner? Ben, vu qu'on a seulement 1 heure et demie, je pense que ce serait bien d'attendre jusqu'à la fin et puis comme ça, on pourrait lui poser les questions. Mais je laisse à l'appréciation de tout le monde. Et qu'est-ce que vous préférez? Peut-être qu'on peut y aller comme ça, à moins que ta formation soit en bloc, puis peut-être qu'à la fin de chaque bloc, on pourrait voir si tu as des questions à ce moment-là, mais sinon, on pourra poser. Puis comme on est une petite gang, les gens pourront lever la main, poser leurs questions de vive voix. Donc, je rappelle qu'en effet, on a 1 heure et demie. Donc, puis vers 10-15 minutes avant la fin de l'atelier, on va vous mettre dans le chat un lien qui mène à un sondage. Donc, si vous pouvez prendre 2 petites minutes pour répondre aux quelques petites questions que Salimata a concoctées pour vous, là, ça va pouvoir l'aider aussi pour les prochains ateliers à venir. Donc, je te laisse la parole. Ok, ben, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est, comme vous le savez, je suis Salimata Soro. Aujourd'hui, l'atelier, c'est sur comment coacher pour l'entretien d'embauche. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment plus ou moins vous aider à coacher les clients que vous avez. Parce que c'est un peu ça notre rôle en tant que conseiller en emploi ou gestionnaire de programme en employabilité. C'est vraiment apprendre aux autres personnes comment faire un bon entretien d'embauche. Donc, ça va être vraiment une session d'échange, de partage de bonnes pratiques. Je sais que sur la table, j'ai que des experts, donc tout le monde est plus ou moins outillé à enseigner l'entretien d'embauche. Mais ici, c'est vraiment apporter ma petite touche personnelle dans l'objectif d'aider tout le monde à peut-être en apprendre davantage sur l'entretien d'embauche ou améliorer ce que vous faites déjà très bien. Mais ce n'est pas vraiment un cours magistral sur l'entretien d'embauche. C'est vraiment mes petites choses que je fais qui apporte un peu plus à ce qu'on fait ici au CEDEM. Donc, si vous avez des questions, comme je dis, à la fin de l'atelier, on pourra échanger là-dessus. Mais s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne pouvez pas attendre la fin, je peux toujours m'arrêter et puis on va en discuter. J'aimerais que ce soit vraiment un échange entre vous et moi plutôt qu'une formation formelle. Donc, les objectifs de l'atelier, voilà. Donc, à la fin de l'atelier, vous aurez appris à aider les individus à gagner une confiance et à surmonter la nervosité,
coacher les individus pour qu'ils trouvent des réponses et évaluer les réponses aux entrevues et être en mesure d'offrir une rétroaction positive et efficace. Sachez que dans le rôle de coach, le plus important pour nous, c'est de donner notre rétroaction à la personne qui est devant nous, parce que c'est cette rétroaction-là qui rend le candidat meilleur. C'est ce qui fait qu'il va en apprendre davantage sur ce que vous lui enseignez. Donc, c'est important de comprendre qu'ici, c'est surtout le point le plus important, c'est la rétroaction positive qu'on donne aux candidats. Et puis, on va commencer, c'est votre rôle en tant que coach. C'est important de savoir c'est quoi votre rôle quand vous recevez un client. Aujourd'hui, on ne comprend pas toujours c'est quoi le rôle d'un coach. Et je le dis pour tout le monde, moi y compris, quand on est en face d'un client, ce qu'on a l'habitude de faire, on veut tout faire pour le client. Soit on veut faire le CV simplement parce que ça va plus vite ou parce qu'on comprend plus facilement nous-mêmes, ou bien on veut lui dire qu'est-ce qu'il doit dire pendant l'entretien d'embauche. Je veux aujourd'hui vous dire qu'il faut vous ramener à votre rôle premier qui est celui de coach. Donc, qui veut dire que vous devez accompagner le candidat, mais pas faire les choses pour lui. Il faut garder en tête que quand on est un coach, ce qu'on veut, c'est rendre le candidat indépendant. Il faut qu'après la visite chez vous, le candidat soit capable de faire les choses par lui-même, au lieu de toujours revenir vers vous. Donc, on veut créer une relation d'indépendance chez le candidat qu'on reçoit. Donc, aujourd'hui, on va parler du rôle en tant que coach. On va parler de l'entretien d'embauche en tant que tel, les types d'entretien d'embauche, les types de questions qui sont posées, les erreurs à éviter. Et puis, en fin de compte, on va parler du suivi post-entretien. Parce que c'est important aussi. Ça, c'est une des choses souvent qu'on omet de dire à nos candidats. Il n'y a pas toujours de suivi. Parce que dépendamment d'où la personne vient, quand on fait un entretien d'embauche, souvent, on ne revient pas vers l'employeur. On attend juste que l'employeur nous contacte. Donc, on veut changer cette habitude-là chez les candidats qu'on reçoit. Donc, votre rôle en tant que coach, la première chose, c'est d'écouter. Donc, quand vous recevez un candidat, il faut juste prendre le temps de l'écouter. Parce qu'il faut dire que les candidats qu'on reçoit ne sont pas seulement des personnes qui viennent chercher un emploi. Ils ont plusieurs autres bagages avec lesquels ils viennent quand ils viennent vous rencontrer. C'est des personnes généralement qui viennent d'arriver au Canada. Donc, il y a toute cette affaire du Canada à gérer. On est nouveau, c'est un nouveau pays. Tout est différent. On a l'hiver, on a tout ce qui vient avec le nouvel migrant. Donc, c'est les choses que le candidat gère quand il vient vous voir. Donc, ne le voyez pas seulement comme une personne comme vous et moi qui est là peut-être depuis 10 ans ou 20 ans, qui a déjà toutes ces choses-là de bien assises et qui vient seulement pour trouver un emploi. C'est quelqu'un qui a toute une histoire à raconter. Je sais que souvent, ça prend beaucoup de temps, mais prenons la peine d'écouter le client. Ça aide vraiment à mettre le client à l'aise et à pouvoir retirer ce qu'on veut retirer et surtout à lui redonner confiance en lui-même. Parce que quel que soit votre diplôme, vous pouvez avoir un doctorat, un MBA, tout ce que vous voulez, mais quand vous arrivez dans un nouveau pays, on a toujours l'impression qu'on revient à zéro. Et quand on a affaire à une personne qui ne comprend pas vraiment son rôle en tant que coach, on se sent un peu comme un enfant qui ne sait plus où aller, qui ne sait plus quoi faire. Donc, il faut être là pour écouter le candidat, savoir qu'est-ce qu'il a à dire. Ensuite, il faut donner votre rétroaction. C'est important de ne pas vraiment se positionner comme la personne qui a les réponses à la place du candidat. Je le vois tout le temps avec plusieurs conseillers en emploi. Quand ils parlent au candidat, non, tu devrais faire ci, tu devrais faire comme ça. Il faut éviter ça quand vous rencontrez un candidat. Écoutez ce qu'il a à dire. Ensuite, vous donnez votre rétroaction. Aider le coacher à mieux se connaître. Donc ça vient avec des questions que vous allez poser au candidat, le genre de questions qui le mettent à l'aise, qui lui permettent vraiment de savoir qu'est-ce qu'il a à offrir à l'employeur. Ça, c'est important. Donc, souvent, on demande de faire des exercices où on pose des questions au coaché, de sorte qu'il puisse ressortir toutes ses aptitudes ou ses habiletés qu'il a. Ça nous permet de même faire son CV et de mieux le préparer pour l'entretien d'embauche. Aider le coaché à identifier ses options sans prendre de décision. Donc, pour les options, quand une personne, je vais donner un exemple, un candidat qui vient vous voir, par exemple, il a plusieurs opportunités d'emploi ou bien plusieurs offres d'emploi. Il faut éviter souvent de choisir pour le candidat. On le fait tout souvent parce qu'on a l'impression que avec ça, tu as telle carrière ou avec ça, tu peux facilement évoluer. Ou souvent, dans le cas des immigrants francophones,
on a tendance à les pousser à aller vers des postes où il n'y a que des francophones. Mais en réalité, on n'arrange pas le candidat parce qu'il ne va pas explorer d'autres options, il ne va jamais améliorer son anglais et ça va justement jouer sur son profil de carrière sur le long terme. Donc, c'est pourquoi on dit il faut identifier ces options. Lui demander pourquoi est-ce qu'il devait prendre tel autre poste ou pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas prendre tel autre poste. Comme ça, les réponses vont venir de lui-même, mais surtout ne pas prendre de décision pour lui. La même chose, aider le coacher à faire ses propres choix, aider le coacher à faire face au stress et à mieux relever les défis. Donc, on parle toujours de stress. En principe, dans l'atelier sur l'entretien d'embauche, on parle aussi de gestion du stress parce que ça, c'est une composante très importante dans l'entretien d'embauche. Quand les candidats arrivent devant l'employeur, souvent, ils ont des réponses toutes faites, mais ils n'arrivent pas vraiment à livrer le message parce que les gens vivent une situation de stress. C'est pas évident, surtout quand l'entretien commence en français et du coup, on switch en anglais. C'est pas toujours évident. Donc, il faut aider le coacher avec ça. Vous pouvez avoir des idées pour l'aider à améliorer la gestion de son stress, qu'est-ce qu'il peut faire pour ne pas être stressé. Mais en fin de compte, c'est vraiment, il faut l'aider à préparer son entretien. Accompagner le changement que le coach souhaite apporter. Quand un candidat vient vous voir, avant même de faire son CV, avant même de commencer à lui parler de l'entretien d'embauche, il faut lui demander c'est quoi son plan sur le court, le moyen et le long terme. Ça permet vraiment au candidat de se projeter dans l'avenir et puis de voir qu'est-ce qu'il peut faire en ce moment et puis qu'est-ce qu'il peut faire dans 3 mois, dans 6 mois et dans une année et pourquoi pas dans 5 ans. Donc, il faut passer par ce processus-là avec le candidat pour qu'il puisse vraiment à mieux gérer sa carrière. Souvent, on reçoit le candidat, il arrive, on est pressé, on lui fait son CV, sa lettre de motivation, tout est bien, et puis on l'envoie sur le marché du travail. Mais la personne n'est pas prête. Ça fait qu'elle va rencontrer des défis, des obstacles, et évidemment, on n'a pas le résultat escompté. La personne passe d'échec en échec durant les entretiens d'embauche, et finalement, elle n'arrive pas à avoir un emploi. Et puis apporter son soutien au coaché. Le soutien qu'on veut, il faut garder ça vraiment le plus professionnel possible. Je sais que quand on est immigrant, qu'on rencontre un autre immigrant, on a tendance vraiment à vouloir faire plus que son rôle de coaché. Donc, on va commencer à lui donner d'autres informations qui n'ont rien à voir avec l'emploi ou avec l'entretien d'embauche. Il faut faire très attention parce que sachez qu'en tant que conseiller en emploi ou gestionnaire en employabilité, tout ce que vous pouvez dire à un candidat, c'est pris comme un verset biblique ou un verset du Coran pour les musulmans. Donc, il faut faire très, très attention parce que la personne vous fait entièrement confiance. Donc, tout ce que vous dites, c'est comme parole d'évangile, la personne va l'appliquer. Donc, faut circonscrire vraiment votre rôle et puis savoir qu'est-ce que vous devez dire au coaché, qu'est-ce que vous ne devez pas lui dire. De sorte qu'après, parce qu'après, ça va vous revenir là-dessus. Hein, donc, il faut faire attention à qu'est-ce que vous dites au coaché. Dans le soutien qu'on apporte, ça va être un soutien qui doit rester professionnel, comme je l'ai dit, mais qui a à voir avec le travail que vous faites. Soit c'est l'entretien, les emplois, il faut rester dans ce cadre-là. Quand vous faites de l'employabilité, ne commencez pas à faire de l'établissement ou à faire d'autres choses avec le coaché parce que tout ça, c'est des choses qu'il prend vraiment à cœur et qui va commencer à faire, mais ce sera vous qui aurez donné la mauvaise information. Donc, il faut faire attention avec ça. Là, cette petite image, ça vous donne un peu une idée de c'est quoi le coaching. Donc, vous pouvez voir dans le coaching ce qui est important, définir son objectif pour long terme, ce qui m'apporte du plaisir, mes compétences, mes souhaits, mes besoins. Donc, tout ça, c'est votre rôle. C'est ce que vous devez aider le coaché à pouvoir ressortir de lui-même. Et puis, l'autre chose, c'est enlever les freins, comme je dis, aider la personne à relever les défis. Et puis ensuite, le plan d'action. Je m'excuse, j'ai deux écrans, donc je regarde un peu les deux côtés là. Le plan d'action, c'est le plan que vous aurez mis en place avec le coaché pour qu'il puisse commencer sa recherche d'emploi ou faire ses entretiens d'embauche. Le plus important, retenez qu'il faut le faire ensemble avec le candidat, le coaché. C'est toujours ensemble. Et ça doit être quelque chose qui vient de lui, mais pas de vous. Donc, c'était un peu ça sur le rôle en tant que coach. Donc, s'assurer qu'une personne a effectué une auto-évaluation. Ça, c'est vraiment dans la pratique. Quand vous coachez quelqu'un, on vous demande toujours de faire une auto-évaluation complète avec le candidat pour qu'il lui-même puisse déterminer qu'est-ce qu'il a à offrir à un employeur. Donc, pour ça, on va parler des intérêts et des valeurs. C'est important que le coaché prenne le temps de définir c'est quoi ses intérêts, c'est quoi ses valeurs.
On a fait souvent à des candidats qui arrivent ici, qui sont prêts pour un changement de carrière. Ils veulent faire quelque chose de totalement différent que ce qu'ils ont fait dans leur pays d'origine. C'est le moment de mettre sur papier, c'est quoi vos intérêts, c'est quoi vos valeurs, qu'est-ce que vous voulez faire. Il y a des gens, par exemple, qui vont dire, j'ai toujours voulu travailler dans l'humanitaire. Donc, ces personnes-là, vous allez les diriger vers ce genre d'emploi-là. Mais le plus important, c'est eux-mêmes qui doivent définir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ensuite, on va parler des compétences et des aptitudes. Donc, quelles sont les compétences que le candidat a? Il faut les définir. Il faut que lui-même puisse vous dire qu'est-ce qu'il sait faire. Mais il faut savoir c'est quoi les compétences transférables. Par exemple, une personne va vous dire, je suis un comptable, va vous donner tout ce qu'il a comme compétences en comptabilité. Mais c'est à vous de l'aider à déceler comment est-ce que ces compétences sont transférables dans un autre domaine, qu'elles soient connexes à la comptabilité ou même quelque chose de très différent. Par exemple, il y a des gens qui disent, je suis comptable, je recevais des clients, je faisais ci. Tout ça sont des compétences peut-être comme service à la clientèle. Et ce sont des choses qui sont transférables dans n'importe quel emploi. Donc, il faut être capable de transférer les compétences de votre candidat, de votre client. C'est ce qui va vous aider à pouvoir lui trouver plusieurs différentes opportunités d'emploi. Et puis, ces réalisations, c'est important que le candidat puisse vous dire qu'est-ce qu'il a réalisé dans son emploi. Ça, parce que quand on pose la question aux gens, quelles sont vos réalisations, qu'est-ce que vous avez fait, c'est toujours difficile de parler de soi-même. Mais quand vous avez fait l'exercice avec le candidat, qu'il a pu ressortir toutes ses réalisations, il est plus apte à répondre à la question, parlez-moi de vous ou quelles sont vos réalisations. Ensuite, on va parler des attributs personnels. C'est lui-même qui doit vous dire c'est quoi ces attributs. Comme je dis, on garde en tête que tout doit venir du coaché. Notre travail ici, c'est vraiment de l'aider à ressortir toutes ses aptitudes et toutes ses habiletés qu'il a. Et puis, guider les individus dans la préparation et la pratique de l'entretien afin que les réponses les plus efficaces viennent du cœur. On dit de fournir une rétroaction positive, comme je l'ai dit. Donc, la rétroaction positive, ça doit être des options d'amélioration. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer telle réponse? Par exemple, une personne, quand on lui demande, parlez-moi de vous. Les gens ne savent pas toujours dans quel sens il faut aller avec cette question. Les gens vont parler de leur vie personnelle, les gens vont parler de leur vie professionnelle. C'est à vous vraiment de pouvoir recadrer. Pardon? Just what we were talking about. Allô? OK. Donc, c'est vraiment à vous de pouvoir recadrer ce que vous dites, ce que le candidat va dire durant l'entretien d'embauche. Donc, je parlais tantôt de la rétroaction positive. Souvent, on entend des choses qui n'ont rien à voir avec l'employabilité. Et puis, en tant que conseiller en emploi, ça dérange. On se dit, non, tu ne peux pas dire ça. Mais il faut trouver vraiment la façon de le dire. Parce que souvent, on a en face de nous des gens qui ont été des directeurs de société, des gens qui ont été des managers. Donc, ils ont leur façon de percevoir la critique, la rétroaction. Donc, si vous ne la faites pas de la bonne façon, vous allez carrément fermer le client. Il ne veut plus parler parce qu'il se sent plus ou moins infantilisé. Et on veut éviter ça quand on est en face de nous un candidat. Quel que soit le profil, mais je le dis plus pour ceux qui ont été des managers, c'est difficile quand ils se retrouvent dans une situation où ils ont l'impression qu'ils ne connaissent rien de rien et qu'ils doivent tout reprendre à zéro. C'est ici qu'il faut faire la rétroaction avec beaucoup de tact. Mais c'est surtout suggérer des idées aux candidats. Au lieu de toujours dire, vous devez faire ça, c'est peut-être dire, vous pourriez faire ceci ou cela. Comme ça donne une aisance au candidat à recevoir votre rétroaction. S'assurer que la personne connaît bien le processus d'entrevue, le profil des compétences liées à l'employabilité, la préparation à l'entrevue, à l'importance de la première impression et puis les différents types de questions des entrevues. Ça, c'est vraiment préparer le candidat. Qu'est-ce qu'il devrait savoir même avant d'aller à un entretien d'embauche? Donc, qu'est-ce que les employeurs recherchent ici au Canada? Parce que c'est toujours différent d'un pays à un autre. Donc, vous-même, vous devez savoir qu'est-ce qu'un employeur recherche. Expliquez à nos candidats que l'employeur ne va pas forcément rechercher vos habiletés de travail, mais il y a aussi vos valeurs morales, vos compétences que l'employeur recherche. Donc, c'est tout ça que vous devez expliquer aux candidats. On parle de la première impression. Moi, je sais que arrivé au Canada, j'ai tellement entendu des milliers de fois. Non, au Canada, les gens, c'est pas important comment tu t'habilles. Au Canada, les gens font pas attention, mais c'est pas vrai. Il faut faire comprendre au Canada que la première impression est très, très importante. Et généralement, c'est la dernière impression que vous allez donner aux gens.
surtout pour un entretien d'embauche. Donc, la façon dont vous êtes vêtu, la façon dont vous vous présentez, la façon dont vous articulez les mots, tout ça, c'est important durant un entretien d'embauche. Il ne faut pas consoler ou du moins encourager les candidats avec l'idée qu'au Canada, on s'en fout de ce que les gens portent. Ce n'est pas vrai. C'est très, très important comment vous vous présentez durant un entretien d'embauche. Donc, il faut le dire aux candidats. Souvent, on a affaire à des candidats, c'est des sujets souvent qui sont des sujets difficiles à discuter. Nous, on a plusieurs fois eu des employeurs qui appellent nos conseillers en emploi et qui disent, bon, on reçoit des gens, on a l'impression qu'ils ne se lavent pas le matin avant de venir au travail. Ça, c'est des sujets toujours délicats à discuter, pas parce qu'ils ne se lavent pas forcément, mais ce n'est pas la même chose. Tu quittes à 40 degrés et tu arrives au Canada à moins 40 degrés. Souvent, ça ne tente pas de se laver, ça peut arriver. Mais il faut trouver comment expliquer aux gens que c'est important de se laver avant d'aller au travail parce que tu vis dans un environnement où il y a d'autres personnes, tu vas travailler avec d'autres personnes. Par exemple, pour des gens qui viennent de pays, ben, je prends la Côte d'Ivoire comme c'est mon pays, où on fait la cuisine avec plein d'épices. Souvent, vous rencontrez des gens, ils ont le manteau qui sent toutes les épices de la Côte d'Ivoire. Il faut faire attention. Même si on ne le dit pas, ça peut déranger d'autres personnes. Et ça joue sur l'intégration du nouvel arrivant dans son milieu de travail. Je sais que ça peut paraître comme ne pas être, ça ne peut pas faire partie de l'entretien d'embauche, mais je vous assure que c'est important. Il y a des gens qui n'ont pas l'emploi simplement parce qu'ils sont arrivés à un entretien d'embauche où ils ne sentaient pas bon. Ou par exemple, ils avaient toutes les épices qui sentaient sur eux. Si vous prenez certains pays où on n'a que des cuisines, par exemple, à l'extérieur de la maison, ce n'est pas à l'intérieur des maisons. Et là, vous arrivez, vous êtes dans un appartement, des gens qui avaient l'habitude de vivre dans des maisons, ils ont 5 chambres, ils ont une cuisine là-bas, 2 autres cuisines ici, et ils arrivent dans un appartement de 2, 3 pièces là, tout est exigu là-dedans. Tu fais la cuisine, ça sent, tu mets le manteau là-bas, tout ça, c'est pas évident. C'est des choses que les gens jettent très difficilement et il faut leur faire prendre conscience de ces choses-là. Il faut leur faire prendre conscience du fait qu'autour de vous, il y a d'autres personnes que ça pourrait déranger et ça peut déranger et ça peut être une entrave à votre intégration dans votre milieu de travail. Et puis enfin, il y a les différents types de questions d'entretien. Là, sur cet atelier-là, c'est un atelier qui est donné sur 6 heures toute une journée. On le fait en 1 heure et demie. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses que je vais sauter ici et là. Mais j'ai essayé de mettre ensemble les choses que je pensais les plus importantes pour vous en tant que coach. Maintenant, à quoi sert l'entretien d'embauche? Dans le processus de recherche d'emploi, le CV et la lettre de motivation permettent de franchir la barrière. Donc, quand vous rencontrez l'entretien d'embauche, c'est la suite du CV et de la lettre de motivation. Donc, vous pouvez bien préparer un candidat à l'entretien d'embauche. Il peut être très bon, mais tant qu'il n'a pas l'occasion d'être en face d'un employeur, il ne peut pas montrer toutes ses habiletés, toutes ses compétences. C'est pourquoi vous comprenez que c'est une suite logique. Il faut d'abord faire un très bon CV pour le candidat, un CV qui met le candidat sur le top, qui fait que l'employeur va être intéressé par ce candidat-là. Ensuite, il va venir pour l'entretien d'embauche. Donc, on demande souvent aux gens de faire des différentes sessions de formation avec les candidats. Il ne faut pas juste prendre un candidat, le préparer à l'entretien d'embauche. Si vous préparez un candidat à l'entretien d'embauche, rassurez-vous que son CV répond vraiment aux attentes de l'emploi pour lequel il veut postuler. Sinon, vous allez faire un travail qui n'aura pas vraiment de résultat, vu qu'il n'a pas eu la chance même d'être appelé par l'employeur. Donc, ça va de soi. Un bon CV, ensuite un entretien d'embauche. L'objectif principal de l'entretien d'embauche est de permettre au recruteur de mieux connaître l'employé ou le chercheur d'emploi. Donc, il faut comprendre que l'employeur, ici, tout ce qu'il veut voir, c'est qu'est-ce que vous pouvez lui apporter en tant qu'employé, quelle est la plus-value que vous allez apporter à son entreprise. Donc, c'est une fois de plus important que le candidat même sache qu'est-ce qu'il a à vendre. Je dis souvent aux candidats de se positionner comme des produits sur le marché. Et puis, il faut se dire que si on va à un entretien à 10, ça veut dire qu'on est tous le même produit. Maintenant, ce qui va nous démarquer, c'est comment est-ce qu'on se vend. Donc, il faut apprendre au candidat à se vendre. Et pour cela, il doit vraiment maîtriser tout ce qu'il a à apporter à l'employeur, que ce soit son expérience de travail, ses compétences, sa motivation, sa personnalité aussi. C'est important, je dis. Quand tu fais un entretien d'embauche, on dit souvent aux candidats d'essayer de matcher plus ou moins leur personnalité avec la personnalité du recruteur. Quand on dit matcher, on n'a pas dit de faire exactement ce que l'employeur fait. Mais si tu as affaire à un employeur, par exemple, qui parle vraiment fort de façon très audible,
tu veux quand même parler de cette façon. Parce que si vos énergies ne matchent pas, il y a très peu de chances que l'employeur t'embauche. Parce qu'on a tendance à croire, dépendamment d'où on vient, que c'est nos compétences sur le CV qui vont faire qu'on va nous embaucher. Mais ce n'est pas vrai. L'employeur, souvent, il va embaucher plutôt votre personnalité. Et quand vous travaillez avec un coach, mettez-vous dans la peau de l'employeur. Quel genre de personne vous voulez avoir? Qu'est-ce qui fait que vous embauchez une personne? Et vous pouvez même faire l'exercice avec le coach lui-même, lui demander avec quel genre de personne tu aimerais travailler. Comme ça, quand il est en train de faire l'entretien, ça lui revient en tête que je dois essayer de matcher mon énergie avec l'énergie de celui qui fait l'entretien. Ça paraît banal, mais c'est vraiment important dans l'entretien d'embauche. Vous allez à un entretien d'embauche, vous rencontrez une personne qui est très avenante, super gentille, qui sourit, et puis vous êtes là une personne très réservée, amorphe et tout ça, ça donne pas vraiment ça donne pas l'envie de vous embaucher. Alors que vous devez créer chez le recruteur cette envie-là de vouloir travailler avec vous. C'est-à-dire que quand le recruteur vous voit, il doit vous imaginer déjà en train de travailler pour lui, avec lui. Donc, c'est ça qu'il faut chercher à ressortir chez votre candidat quand vous le voyez, chez votre coaché quand vous le rencontrez. Et puis, les types d'entretien d'embauche, on a l'entretien d'embauche par téléphone, virtuel et en personne. Il ne faut pas seulement préparer un candidat à l'entretien d'embauche en personne. Ça, c'est quelque chose qu'on fait toujours parce qu'on pense qu'on va toujours avoir un cadre où on a un bureau, un ordinateur, deux personnes pour faire l'entretien. Ça fait que les gens ont l'esprit plus ou moins préparé à ce genre d'entretien d'embauche. Et aussitôt qu'on les appelle au téléphone pour faire un entretien d'embauche, ils sont complètement perdus, là, ils sont déphasés. Parce que dans leur entendement, c'est un bureau où on s'assoit et on répond à des questions. Ce n'est pas toujours comme ça. Dites au coach qu'il doit être toujours prêt pour faire un entretien d'embauche. Donc, même quand un employeur t'appelle au téléphone pour discuter de ton CV, c'est déjà un entretien d'embauche que tu es en train de faire. Donc, il faut préparer vraiment le coacher à toutes ces éventualités-là, de sorte qu'il sache que si je reçois un appel, je ne peux pas répondre n'importe comment, il faut que je sois préparé. C'est en même temps l'entretien d'embauche. Ça peut être un pré-entretien, mais ça pourrait toujours l'idée vers l'entretien d'embauche dans le bureau. Avec COVID, vous avez vu qu'on fait plus d'entretiens d'embauche de façon virtuelle. Il faut préparer les candidats à ça. On a des candidats souvent qui n'ont pas d'ordinateur ou par exemple qui pensent que parce que je fais l'entretien à la maison, je n'ai pas besoin d'être correctement vêtu. On l'a déjà vu, j'ai déjà fait des entretiens avec des candidats et puis je pouvais voir que c'est des gens qui viennent juste de se réveiller, qui font l'entretien d'embauche. Ça ne donne pas envie d'embaucher ce genre de personnes. Il faut leur dire que même si l'entretien d'embauche est virtuel, on s'habille toujours correctement, on se met dans les conditions d'un entretien d'embauche. Ce n'est pas parce qu'on est à la maison qu'on va commencer à manger durant un entretien d'embauche ou bien qu'on va boire même du thé durant un entretien d'embauche. Tout ça, c'est des choses que souvent on n'a pas l'occasion de dire à nos candidats et qui fait qu'ils vont, et qu'il faut, ces choses à fond qu'ils vont échouer à l'entretien d'embauche. Donc, il faut aussi revenir sur ces différentes choses avec vos coachés. Les types de questions, dans les questions standards, ces questions sont posées pour donner à l'intervieweur une idée générale des compétences en communication, des attributs, de la conscience de soi et des compétences interpersonnelles de l'employé. Donc, ça, c'est des questions qui vont poser de façon standard. Parlez-moi de vous. L'employeur veut savoir comment est-ce que vous exprimez, que ce soit en français ou en anglais. Il faut savoir que l'employeur, généralement, il va plus payer votre aptitude à pouvoir bien vous exprimer. Donc, il ne faut pas toujours se cantonner sur les candidats que je contacte, que je rencontre souvent, c'est des gens qui veulent vous parler de j'ai un doctorat ici, j'ai une maîtrise ici, j'ai fait tout ça, c'est bien beau. Mais comment est-ce que tu donnes ça à l'employeur? Comment tu t'exprimes? Comment l'employeur te voit? Ça revient encore à la première impression, à votre communication interpersonnelle. L'employeur veut voir comment vous interagissez avec les personnes, avec les candidats, avec vos collègues ou bien même avec des subordonnés. Donc, c'est important d'apprendre toutes ces choses-là à vos candidats avant qu'ils aillent en entretien d'embauche pour qu'ils sachent se vendre durant l'entretien d'embauche. Et puis, les questions situationnelles, ils prédisent comment vous agirez
et vous allez résoudre un problème dans une situation donnée. Il faut vraiment travailler les questions, les questions situationnelles avec vos candidats quand ils viennent vous voir. Il faut souvent leur demander de se rappeler peut-être d'une action qui s'est passée dans un ancien emploi, comment est-ce qu'ils ont réagi. Comme ça aide le candidat à répondre à ce genre de questions-là. On veut voir un peu comment, c'est quoi vos opinions, comment est-ce que vous vous comportez quand la situation n'est pas prévue. Quand il y a une situation comme imprévue, comment est-ce que vous allez réagir? C'est ce que l'employeur veut voir. Et puis, les questions comportementales, ces questions visent à utiliser les performances passées pour prédire les rendements futurs. Donc, on vous pose une question sur votre comportement. C'est pour voir, c'est pas forcément pour voir qu'est-ce que vous avez fait dans le passé, mais c'est de voir qu'est-ce que vous êtes capable de faire dans une situation similaire. Quand, par exemple, on vous demande, on peut vous poser une question comme qu'est-ce que vous ferez si vous allez à un entretien et que vous voyez un enfant qui est pris dans un accident? Qu'est-ce que vous ferez? Ça peut être une question banale, mais c'est pour déceler un peu c'est quoi vos valeurs, comment est-ce que vous vous comportez en situation d'urgence. C'est pour déceler aussi si vous savez c'est quoi les priorités. Donc tout ça, cet ensemble de questions va permettre à l'employeur de se faire une idée assez claire du candidat qui va interviewer. Sachez aussi que quand on va dans un entretien d'embauche, aussi bien l'employeur que le chercheur d'emploi a ses objectifs. Et pour l'employeur, c'est de savoir ce que vous avez fait et ce que vous pouvez faire. Ça, c'est la première des choses. On veut en apprendre davantage sur vous. On veut que vous partagez vos expériences de travail. Mais le plus important, l'employeur veut savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec toutes ces expériences de travail-là. Je parlais tantôt des compétences transférables. L'employeur veut voir ici comment vous allez transférer ce que vous savez déjà faire dans l'emploi aujourd'hui. On est plusieurs d'entre nous sommes migrants et on sait que c'est pas, généralement, on ne travaille pas vraiment dans notre domaine. Il y a des gens qui ont étudié du marketing, ils se retrouvent en immigration. Des gens ont étudié des finances, ils se retrouvent, je ne sais pas, dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec la finance. Donc, c'est très, très important pour un immigrant de dire comment est-ce qu'il peut transférer ses compétences acquises ailleurs, comment il peut les transférer dans le nouvel emploi. Déterminer dans quelle mesure votre expérience de travail est pertinente pour le poste. Ici, ça revient encore à la question où les gens se disent, ben, ce poste-là demande, par exemple, c'est une personne au service à la clientèle. Je n'ai jamais fait du service à la clientèle. Même si tu ne l'as pas fait comme emploi dans ton pays ou d'où tu viens, il y a toujours cette façon-là de montrer dans l'emploi que tu as fait, qu'est-ce qui est en rapport avec le service à la clientèle. On n'oublie pas qu'on essaie ici de convaincre l'employeur qu'on peut faire la job pour laquelle on est. Donc, c'est à nous de montrer tout ce qu'on a comme compétences qui peut prévaloir dans cette nouvelle job-là. Identifier les éventuelles incohérences et points faibles dans votre historique. Donc, quand vous avez un CV ou bien vous parlez de vos expériences de travail, souvent il y a des incohérences. Ça arrive pour tout le monde. On a fait des années sans travailler, ou bien il y a des gens, par exemple, qui ont pris une année sabbatique. Mais c'est comment expliquer ces choses-là à l'employeur. Comme point faible, une des choses qui arrive, surtout pour les immigrants francophones, à chaque fois qu'on leur demande c'est quoi votre point faible, beaucoup vont dire c'est l'anglais. Il faut éviter de dire à chaque fois que c'est l'anglais votre point faible quand on vit hors Québec. Parce que si c'est l'anglais votre point faible, personne ne va vous embaucher. Mais c'est de montrer qu'on a certainement des faiblesses quelque part. Mais le plus important, c'est de montrer qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ces failles-là. Qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on est au Canada ou même avant, depuis notre projet d'immigration. Qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer mon anglais? Parce que c'est ça que l'employeur veut voir. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Au moins, vous étiez à un point A, vous êtes rendu à un point C. C'est ce que vous devez démontrer à l'employeur. Au lieu de toujours mettre l'emphase sur le fait que je ne parle pas l'anglais. Parce que la plupart des gens qui disent ne parlent pas l'anglais, ils se retrouvent dans les magasins et puis ils s'arrangent à parler en anglais. Puis comme je dis souvent aux candidats, tant que ce n'est pas un poste où l'anglais est vraiment un requis, un prérequis, vous n'avez pas besoin de toujours mettre l'emphase sur le fait que vous ne parlez pas anglais, parce qu'après, ça devient décourageant pour la personne qui fait l'entretien d'embauche avec vous. Mais on veut voir quels sont les efforts que vous faites. Je dis, si par exemple, je vais travailler dans un magasin, honnêtement, l'anglais n'est pas la chose déterminante pour m'embaucher.
Par exemple, moi, j'embauche souvent des conseillers en emploi ici. L'anglais n'est pas la raison pour laquelle on les embauche, même si je sais qu'ils doivent faire des CV en anglais. Mais c'est comme l'engouement pour le travail, la volonté de vouloir aider, la volonté de mettre du extra time, extra work pour obtenir les résultats escomptés. Ça peut m'envoyer à embaucher une personne, plutôt le fait qu'elle ne parle pas anglais. Donc, il faut savoir comment trouver la tournure pour ne pas que l'anglais soit votre plus gros point faible. C'est important que si quand on est francophone au Québec. À mesurer votre potentiel, à performer dans un nouvel environnement. L'emploi qui ne pas, ça, c'est que vous venez d'ailleurs. Donc, il veut voir, comment vous allez faire pour vous intégrer dans son environnement de travail. On n'oublie pas que l'employeur, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est des bénéfices. Hein. Il cherche à comment améliorer ce qu'il a déjà, son gain. Donc, ici, il n'est pas forcément dans une position où il veut commencer à faire, je vais dire, plus ou moins du babysitting. Lui, pour lui, c'est comment avoir un candidat qui a du potentiel et que ce potentiel-là soit une plus-value pour son organisation. Donc, c'est à vous de lui faire voir ce qu'il veut voir et surtout ce qui va l'envoyer à vous embaucher. Déterminer dans quelle mesure vous pouvez articuler vos objectifs et puis déterminer le niveau de motivation ou d'engagement. L'employeur veut embaucher une personne sur le long terme. Quand un employeur vous embauche, sa plus grande crainte, c'est vraiment de mettre les ressources pour vous former et puis après, vous allez vous en aller. Donc, quand vous coachez une personne, qu'il comprenne ça, que l'employeur veut plus ou moins évaluer sa motivation et son engagement. L'employeur va être convaincu que c'est une personne qui est là sur le long terme. Donc, quand on va à un entretien d'embauche, et puis moi, j'ai une fois fait un entretien d'embauche avec une personne pour dire, ben, où est-ce que vous voyez dans 3 ans, par exemple? Et puis, il a dit, ben, moi, en tout cas, je suis ici pour au moins apprendre, pour avoir ma première expérience d'emploi, parce que je suis plus intéressée par les communications. Moi, je cherche un conseiller en emploi. Je ne vais pas me mettre mon énergie à former quelqu'un comme ça. C'est clair que la personne est honnête, mais moi, ça va pas me motiver à embaucher quelqu'un comme ça. Donc, quand vous formez les gens, quand vous les coachez, il faut qu'ils sachent vraiment qu'est-ce qu'ils veulent apporter à l'entreprise, mais surtout qu'ils sachent que l'employeur a pour objectif d'avoir une personne sur le long terme quand ils vont en entretien. Maintenant, les objectifs de la personne interrogée. Donc, votre coaché doit aussi avoir ses objectifs et c'est là que intervient votre rôle de coach. C'est de mettre en évidence les domaines de compétences. Donc, vous devez faire les exercices avec le coach de sorte qu'il puisse mettre en évidence ce qu'il sait faire, ce qu'il va apporter à l'entretien d'embauche. On a cette tendance-là chez les nouveaux arrivants et chez plusieurs d'entre nos immigrants. On a comment je vais appeler ça, cette fausse humilité, si je peux dire ça. Quand on fait un entretien d'embauche, on a peur d'en dire un peu trop. On a peur de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Si vous faites un entretien d'embauche avec un francophone immigrant et un francophone non immigrant, vous allez voir la différence tout de suite. Comme le francophone immigrant a toujours cette tendance-là à avoir peur de dire qu'est-ce qu'il sait faire et de le dire surtout avec assurance. On a peur de trop dire, on a peur de trop se mettre à l'avant. Justement, l'entretien d'embauche, c'est ça, c'est se mettre à l'avant, montrer qu'est-ce que je peux apporter. Et il faut le dire avec confiance en soi. Il faut que l'employé qui m'écoute sache que je vais venir changer son entreprise, je vais apporter quelque chose dans son entreprise. Et même ça, même si c'est pour un poste au plus bas niveau, même si c'est pour aller vendre un sandwich à Subway, il faut que la personne qui va m'embaucher à Subway sache que je vais changer les choses à Subway. Je vais apporter beaucoup plus à Subway que comme si j'étais comptable ou comme si j'étais dans un autre rôle. Donc, c'est important pour nous, immigrants, et pour les nouveaux arrivants de savoir se mettre en évidence. On vient souvent de culture où parler de soi-même, c'est vu un peu comme être imbu de sa personne. Il faut briser cette façon de voir là chez nos clients pour qu'ils comprennent que non, ce n'est pas être imbu de sa personne, mais c'est de dire ce qu'on peut faire et de le dire avec confiance. Et puis, minimiser les inconvénients potentiels, démontrer de bonnes compétences en communication. Il y a un peu ce truc où quand j'entends toujours les gens dire, les personnes disent, oh, quand tu interroges les immigrants en entretien, ils ne te regardent pas dans les yeux, ou bien tout le monde, moi, c'était vraiment comme un effet de mode, comme non, quand on parlait de diversité culturelle, tout le monde parlait de ça, les immigrants ne regardent pas dans les yeux, mais c'est des choses qu'il faut, comment je dis, il faut dépasser.
Les immigrants regardent dans les yeux. Il y a pas de mal à regarder dans les yeux. Il faut juste faire comprendre à nos candidats que c'est une culture différente. Et si vous voulez un emploi au Canada, il va falloir plus ou moins s'habituer à la façon de faire les gens ici. C'est comme ça que vous allez avoir un emploi. Il faut dépasser cette conception de je suis une femme, je ne regarde pas les hommes, ou bien c'est lui l'employeur, donc il faut rester en toute humilité, à la limite. On a carrément peur de lui dire qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, il faut vraiment aider le coacher à surmonter toutes ces petites barrières-là qui font qu'on ne peut pas toujours avoir un emploi. Exprimer clairement les objectifs et les attentes reliées au poste. Quand vous faites un entretien d'embauche, ayez toujours l'offre d'emploi avec vous. À montrer aux candidats, voilà l'offre d'emploi, donc, et déterminer ensemble qu'est-ce que l'employeur recherche à travers cette offre d'emploi-là. Quand vous allez relever tout ce que l'employeur recherche, ça vous aide à mieux préparer votre candidat. Donc, le candidat s'en va sachant qu'est-ce qu'il doit apporter à l'employeur. Ça arrive souvent que les gens ils lisent une offre d'emploi, c'est vraiment rapidement, et puis on veut préparer quelqu'un à l'entretien. Il faut savoir que chaque offre d'emploi devrait avoir une préparation à l'entretien d'embauche parce que c'est toujours différent. Les objectifs sont différents d'une offre d'emploi à une autre offre d'emploi. Démontrer votre connaissance des besoins de l'employeur et votre capacité à y répondre. Restez calme sous le stress de l'entretien. L'entretien, c'est stressant pour tout le monde. Et même pour nous qui faisons l'employabilité depuis peut-être 10 ans, c'est toujours stressant. Vous allez à un entretien d'embauche, on vous pose des questions et puis vous commencez à paniquer parce que vous n'avez justement pas fait une bonne préparation d'entretien ou simplement vous êtes tellement préparé que ça devient un peu confus. Donc, il faut aider le coacher avec la gestion du stress durant l'entretien d'embauche. Le processus de la préparation à l'entretien, le coach doit d'abord vérifier avec tout le monde leur point de vue sur le processus d'entretien tout en répondant le premier. Donc là, je parle par exemple, si on est dans une situation de groupe, comme au CDM, nous, on fait des sessions en groupe avec les candidats. Comme il y a plusieurs candidats, on fait des petits groupes de 10-15 personnes. Donc, quand vous préparez les candidats à l'entretien d'embauche, il faut essayer de vérifier le processus avec tout le monde pour que tout le monde comprenne c'est quoi un entretien d'embauche, qu'est-ce qu'ils doivent donner, qu'est-ce qu'ils doivent livrer à un entretien d'embauche. Donc, généralement, je dis aux conseillers d'emploi de commencer eux-mêmes l'exercice. Par exemple, on dit aux gens, qu'est-ce qui me rend le plus nerveux? Ça, c'est vraiment des exemples de questions. Vous pourrez avoir vos questions. Qu'est-ce qui me rend le plus nerveux à l'idée d'être interviewé? Donc, vous-même, en tant que coach, vous allez répondre parce que je suis sûre que chacun de nous a été déjà nerveux durant un entretien d'embauche. Donc, ça met tout le monde à l'aise. Quand vous répondez vous-même, vous êtes prêt à mettre à l'avant vos faiblesses, à mettre à nu ce que vous n'êtes pas capable d'accomplir, vous n'avez pas été capable d'accomplir à un moment donné. Aussitôt, ça met le candidat à l'aise. On n'oublie pas que l'objectif ici, c'est que le candidat soit à l'aise afin de nous donner toutes les informations dont on a besoin pour l'aider à mieux préparer l'entretien d'embauche. Donc, on pose des questions. L'expérience d'entrevue la plus drôle, par exemple, ça, c'est vraiment pour rendre l'atmosphère plus décontractée, pour que tout le monde soit à l'aise. Et puis, dans ces questions-là, quand on dit, par exemple, l'entretien la plus drôle, la meilleure, la pire, vous allez voir à chaque fois qu'un candidat va raconter ses expériences-là, vous allez déceler de ses expériences. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire différemment? On n'oublie pas que l'objectif pour nous ici, c'est de préparer le candidat. Donc, tout ce qu'on peut faire pour qu'il soit à l'aise, pour qu'il nous donne le plus d'informations possible, c'est ce qu'on fait afin de déceler plus ou moins les endroits où il a besoin de notre appui, où il a besoin de notre accompagnement. Ce que je veux retenir avant chaque entretien, le meilleur conseil que j'ai jamais reçu sur les entretiens, j'ai déjà fait l'exercice avec des gens et puis quand tu demandes le meilleur conseil, tu te rends compte de combien de fois les gens vont à des entretiens. Eux, on leur dit par exemple, on leur fait une rétroaction dont ils ne se rappellent même pas. Mais aussitôt que tu fais cet exercice-là, les gens se rappellent qu'est-ce qu'on leur a dit, qu'est-ce qui n'avait pas marché. Et toi, en tant que le coach, tu prends ces informations-là de chacun et c'est comme ça que tu améliores leur expérience durant l'entretien d'embauche. Et puis, ce qui m'a le plus surpris lors de mon dernier entretien d'embauche, je dis toujours, je prends le dernier entretien d'embauche comme référence parce que c'est l'entretien le plus récent. Vous êtes sûr que vous allez avoir l'information la plus récente de votre candidat et c'est cette information qui va vous aider justement
à l'aider à s'améliorer pour pour le prochain entretien d'embauche. Maintenant, ça, c'est les questions les plus fréquemment posées. Parle-moi de toi, selon vous, quelle est votre plus grande réussite? Ça, c'est des questions que j'ai mis plus ou moins pêle-mêle, mais que c'est des questions qu'on retrouve toujours, même si elles ne sont pas posées de la même façon, mais ça revient toujours à la même question. Et puis, je reviens sur la question, vous avez des questions? J'ai mis oui parce que c'est important pour le candidat de préparer des questions avant l'entretien d'embauche. Ça montre plus ou moins son intérêt pour l'entreprise, ça montre plus ou moins son engagement quant au poste pour lequel il a postulé. Mais on ne va pas s'asseoir comment j'appelle ça, à un entretien d'embauche où on a deux personnes, trois personnes qui sont les employeurs qui parlent. Et à la fin, on vous demande, vous avez des questions? Non. Un peu comme venir à la touriste là. Et puis bon, il n'y a rien qui m'intéresse, vous avez fini par je m'en vais. Il faut engager la discussion avec l'employeur. Ça montre que vous avez vu sur l'entreprise, vous êtes intéressé à l'entreprise. On n'a pas dit d'imaginer des questions fake là, mais tout ça fait partie de la préparation. Je veux aller travailler au CEDEM, je veux aller sur le site web du CEDEM, je veux peut-être appeler des gens qui travaillent au CEDEM pour voir c'est quoi la culture d'entreprise au CEDEM, comment est-ce qu'on travaille au CEDEM, c'est quoi les défis du CEDEM en ce moment, ou c'est quoi, quelles sont les plus grandes réussites du CEDEM. Tu veux, les employeurs aiment se faire flatter souvent, donc c'est bien de leur parler de leur réussite, montrer que ben, vous avez fait ça. Moi, toutes les personnes qui me disent, oh, mais Destination Manitoba, c'est une réussite, automatiquement, je suis contente parce que c'est un projet sur lequel on a travaillé pendant des années. Ça montre plus ou moins que la personne est intéressée à ce qu'on fait, la personne nous suit. Et puis ça te dit, ben ça, quelqu'un qui me suit déjà, qui sait ce qu'on fait, tu as envie de travailler avec la personne. On n'oublie pas l'objectif ici, c'est d'emmener l'employeur à penser à nous comme à quelqu'un qui travaille avec lui. C'est important. L'employeur doit nous imaginer en train de travailler avec lui chaque jour. Donc, c'est un peu ça l'objectif. Les qualités qu'on recherche chez un employeur. Donc, ça, c'est plus ou moins encore plusieurs qualités que j'ai mis ici pour que vous voyez un peu plus ou moins ce que les employeurs recherchent. Et c'est une liste que vous pouvez partager avec vos candidats. Et puis, cette liste-là, ça aide vraiment à répondre à la question, quelles sont vos grandes qualités? Souvent, vous allez entendre des employeurs qui disent, c'est quoi vos trois plus grandes qualités? Parlez-moi des choses exceptionnelles que vous avez faites. Parlez-moi des qualités qui vous ont permis à avoir la carrière que vous avez. C'est très important parce que généralement, les immigrants ne savent pas parler de leurs qualités. Simplement par humilité, pas parce qu'ils n'ont pas de qualité, mais parce qu'ils viennent on vient souvent de cultures où on dit qu'on ne parle pas de soi-même. Les gens doivent constater qui on est. Au Canada, les gens ne vont pas constater qui vous êtes tant que vous ne leur dites pas qui vous êtes. Donc, cette liste-là, ça vous permet plus ou moins de partager avec vos candidats le genre de qualité qu'ils ont, mais ça va les aider à déceler ces qualités-là et puis à répondre à la question, parlez-moi de vous, ou bien partagez-moi avec nous vos trois plus grandes qualités, par exemple. Et puis, donc là, par exemple, j'avais juste mis un petit devoir pour que vous puissiez voir plus ou moins la question des qualités, parce que j'ai trouvé que c'est une question qui est très, très difficile à répondre par les immigrants. Je ne sais pas si on a le temps de voir, mais de faire l'exercice. Il y a au moins deux candidats ou trois personnes qui voulaient échanger avec nous en fonction de la liste qu'ils ont donnée, et puis de nous donner un exemple où vous avez démontré une de ces qualités. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se prêter. Sinon, on va avancer. Allô, est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, on t'entend, Salimata. On t'entend parfaitement. Ok, donc je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un? Magali, est-ce que tu veux te prêter au jeu pour nous? Oui, je peux me prêter au jeu. Alors, donnez un exemple où vous me démontrez l'une de ces qualités. Alors, Je vais revenir ici sur les qualités pour que tu puisses voir. Voilà. alors, Alors, je peux donner l'exemple de lorsque j'ai été proactive dans un de mes postes en tant que conseillère en emploi au centre Vanier. On n'avait plus de clients suite à la pandémie et nous, on avait des chiffres à atteindre. Et du coup, j'ai mis en place
des affiches sur les réseaux sociaux pour attirer des clients de façon virtuelle afin qu'on puisse atteindre nos cibles, en fait, pour pouvoir avoir de plus en plus de clients. Donc, vu qu'on n'avait plus de clients à cause de la pandémie, j'ai été proactive en proposant à ma boss de créer un compte LinkedIn, un compte Facebook qui nous a permis d'attirer plus de clients et puis d'avoir nos statistiques. Voilà, c'était un exemple pour... OK, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut le faire? OK. Merci à personne. Donc, ça, c'était comme, merci beaucoup. Ça, c'était pour vous montrer un peu la question de parlez-moi de vos qualités. Quand on va dans un entretien d'embauche, on demande aux gens, parlez-moi de vos qualités. Et je l'ai déjà dit, c'est difficile de répondre à cette question-là. Il faut éviter carrément de dire mes qualités, c'est que je suis une personne très optimiste, je suis une personne assidue, je suis une personne aimable. Donc, je le vois beaucoup dans les entretiens. Les gens ne font qu'aligner toutes les qualités. L'objectif ici, c'est pas ça. C'est justement comme elle vient de faire, de dire qu'est-ce qu'on a fait. Là, on veut voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait, quel a été le résultat. Le résultat aussi, bien sûr, le client que sur l'entreprise. Donc, c'est vraiment important de toujours donner des exemples pour appuyer ce que vous donnez comme qualité, mais ne pas juste citer toutes les qualités qu'on dit qu'on a, mais de donner des exemples qui vont appuyer ces qualités-là. Comme ça, l'employeur peut voir où est-ce que ça a commencé et puis quel est le résultat qui a été obtenu. Ça aide vraiment à voir vos compétences, ça aide l'employeur à mieux cerner vos compétences. Donc, on a parlé du problème, de l'action et du résultat. C'est ce que Magali vient juste de faire. On donne comme il y a un exemple ici, vous pourrez lire, mais vous allez voir l'action, j'ai assuré au client, lorsqu'il m'a fait part de ses préoccupations, j'ai identifié le problème, j'ai clarifié l'offre. Et puis le résultat, le client était satisfait, la direction a été impressionnée, j'étais fière de moi-même. Donc, c'est un peu comme ça que vous devez expliquer vos qualités durant un entretien d'embauche. Et donc, ça vient avec ça, vous allez voir le pas, problème, situation et action. Donc, c'est toujours comme ça. Quand on vous demande de parler de vos qualités ou bien de parler d'une situation qui s'est passée, il faut toujours voir, il faut faire l'exercice comme ça avec le candidat pour qu'il parle de l'action et du résultat. Il présente d'abord le problème. L'action, c'est qu'est-ce qu'il a fait. Vous avez vu, j'ai mis 1, 2, 3 pour dire, c'est de mettre les différentes actions qui ont été menées. Et puis le résultat. Le résultat, il faut toujours le penser. Le résultat pour vous, pour l'employeur et pour le client. Parce que ce sont les trois intervenants dans la situation. Donc, il faut toujours mettre en avant. Ça, c'est carrément, c'est un guide pour vous aider à aider le coacher à mieux déceler qu'est-ce qu'il peut faire, c'est quoi ses qualités et puis tout ça. Donc, si vous pouvez toujours utiliser cette fiche-là. Ça aide beaucoup, en tout cas, à ce que le client puisse déceler ce qu'il a pu faire. Donc, c'est un peu ça. Et puis, les conseils pour l'entretien, la préparation et la pratique sont les clés d'un entretien. Je pense que je l'ai suffisamment dit aujourd'hui. Il faut vraiment préparer le candidat. Il faut que le candidat, quand il va à un entretien d'embauche, il soit très confiant. Votre apparence et votre comportement peuvent être aussi importants que ce que vous dites lors de l'entretien. Donc, on peut aller à un entretien, mais il ne faut pas que les gens soient plus intéressés par votre façon, quand je veux dire intéressés, mais dans le mauvais sens, par la façon dont vous êtes vêtu, que parce que vous êtes en train de dire. C'est dit que tel que vous présentez, ça doit matcher avec ce que vous dites. Si moi, je vais pour convaincre quelqu'un que je peux être, je ne sais pas, son directeur en immigration, je dois être habillée assez correctement pour qu'on ait confiance en moi pour me confier le poste de directeur. Donc, c'est important de matcher ça. Souvent, les gens vous écoutent, mais ils sont souvent distraits par ce que vous portez ou bien par comment vous parlez, comment vous vous comportez durant l'entretien d'embauche. Donc, il faut faire attention à ces choses, avoir toujours la première impression quand vous allez à l'entretien d'embauche. Chaque entretien est différent. Plus on passe les entretiens, mieux on devient, mieux on est préparé à l'entretien d'embauche. Ce qu'il faut retenir ici sur le fait que chaque entretien est différent, c'est dire que la personne doit toujours se préparer, quel que soit l'entretien d'embauche. Même après 10 ans en train d'enseigner l'entretien d'embauche, si je dois faire un entretien d'embauche, je vais me préparer, sinon ça va être un fiasco. Donc, il faut dire au candidat, même s'il ne revient pas vers vous pour se préparer, mais c'est toujours important pour lui de faire une préparation avant d'aller à l'entretien d'embauche. Sinon, on peut avoir des surprises désagréables. Et puis, il n'y a pas expert en entretien d'embauche. C'est toujours dépendamment de la situation.
Vous n'avez pas à vous limiter à la description du poste lorsque vous répondez aux questions de l'employeur. Montrez comment vous pouvez être utile à l'ensemble de l'organisation. Et puis, ce n'est pas toujours la personne la plus qualifiée qui est embauchée, mais celle qui a la plus susceptible de s'intégrer. Quand l'employeur embauche une personne, il ne voit pas seulement vos compétences, mais il vous voit dans l'ensemble des autres employés qui sont là, l'ensemble de son entreprise, comment cette personne-là va pouvoir interagir avec les autres personnes, comment elle va pouvoir s'intégrer. On n'oublie pas que pour l'employeur, tout le monde doit bien travailler ensemble pour qu'il ait les résultats optimaux. Donc, si vous ne pouvez pas intégrer l'entreprise, évidemment, ça va être difficile pour vous d'être embauché par l'employeur. On le voit tout le temps avec nos employeurs. On a nos programmes avec les subventions salariales. On voit des employeurs, au début, ils sont vraiment omnibulés par la subvention salariale. Ils embauchent des candidats. Et souvent, j'ai des rétroactions d'employeurs qui me disent, oh, il est très bon, mais il fait très bien son travail, mais c'est quelqu'un qui sourit jamais. C'est quelqu'un qui n'est jamais en train de manger avec les autres personnes. Ou c'est quelqu'un avec tout le monde a du mal à travailler. Mais pourtant, on dit qu'il fait bien sa job. Pour vous dire que ce n'est pas seulement vos compétences qui vous font garder l'emploi, mais c'est comment vous interagissez avec les autres personnes. Donc, quand vous préparez les candidats à l'entretien d'embauche, il faut mettre l'accent sur ces petites choses-là aussi. On a plusieurs candidats qui perdent l'emploi 2 mois, 3 mois simplement parce qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer. Par exemple, dans les garderies, parce qu'on envoie plusieurs personnes travailler dans les garderies récemment et je n'étais pas là pour quelques mois, je suis revenue plus, j'ai parlé avec un des employeurs qui est la direction d'une garderie et puis elle m'expliquait comment elle trouve que quand les gens viennent, les immigrants arrivent à la garderie, par exemple, ils se mettent toujours par petits groupes. Donc, ils cherchent une personne peut-être qui parle la même langue. Et puis là, ils se mettent ensemble. Et le reste du groupe est plus ou moins frustré parce qu'ils veulent pas se mélanger au groupe. Mais pourtant, ils font de l'excellent travail avec les enfants. Et elle me dit, ce genre de personnes, je ne peux pas les garder. Parce que, évidemment, ils n'arrivent pas à s'intégrer. Donc, il faut expliquer ça à nos candidats, à nos clients durant le processus de l'entretien d'embauche. Et puis, assurer le suivi des entrevues en envoyant une note de remerciement. Souvent, les gens font l'entretien et puis quand ils ont fini l'entretien, ils passent carrément à autre chose. Et puis, on attend des mois, puis il n'y a pas de réponse. Sachez que juste un simple mail pour relancer l'employeur, ça peut faire une grosse différence. Le simple fait de dire à l'employeur, merci de m'avoir rencontré, j'aimerais savoir où vous en êtes avec votre processus de recrutement, je suis toujours ouvert à travailler. Et puis, vous avez l'occasion encore de faire un petit paragraphe sur ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Ça change, ça pourrait carrément changer la façon dont l'employeur vous voit. Souvent, durant un entretien, comme je dis, on est stressé, on n'arrive pas à dire tout ce qu'on veut dire, tout ce qu'on peut dire. Mais une fois on prend un peu de recul, on voit des choses qu'on aurait pu dire. C'est l'occasion d'un mail de remerciement de mettre un peu en avant ces petites choses. On ne va pas aller écrire des longs courriels, mais au moins mettre plus ou moins en avant. Et puis aussi, quand on fait un entretien d'embauche, sachez que les personnes qui font des entretiens d'embauche ne sont pas toujours des experts en ressources humaines. Ça, c'est très important. On a des gens, parce qu'ils sont directeurs du secteur, ils vont faire un entretien d'embauche, mais ils n'ont aucune formation en ressources humaines. Donc, souvent, ils ne savent même pas quelles sont les bonnes questions posées pour déceler ce qui est recherche. Donc, vous, par exemple, qui êtes des conseillers en emploi, donc qui majoritairement ont au moins une formation plus ou moins en ressources humaines, c'est vraiment de préparer votre candidat de sorte que même si après, pendant l'entretien, il n'a pas pu dire tout ce qu'il avait à dire, que dans ce petit courriel de remerciement-là, il puisse répondre de façon, je veux dire, subtile aux questions que l'employeur pourrait être en train de se poser. Ça arrive toujours qu'on fasse un entretien et puis en tant qu'employeur, on se dit, oh, j'aurais voulu savoir ça. Donc, c'est des petites choses que vous pouvez faire qui vont apporter un plus à votre application. Les erreurs à éviter, j'ai parlé du manque d'informations sur les entreprises, sur l'entreprise, ne pas pouvoir se présenter en moins de 2 minutes. C'est vraiment important quand on fait un entretien d'embauche de pouvoir circonscrire ce qu'on a à dire. Moi, j'ai déjà reçu un candidat où j'ai dit, est-ce que vous pouvez me parler de vous? Et puis, j'étais avec notre directrice des finances. Et après, on se regardait parce qu'on était vraiment fatigué d'écouter la personne. Parce que la personne était on and on and on. La personne disait tellement de choses. Et puis, on pouvait se sentir, pas parce qu'elle n'avait pas de bonnes choses à dire, mais elle n'était pas préparée. Il faut préparer vos candidats. Il faut leur dire, je dis aux gens, faites l'exercice de 2 minutes, dire à la personne de se présenter en 2 minutes. Et quand vous faites la préparation à l'entretien d'embauche, c'est de pouvoir mettre qu'est-ce que la personne doit dire. OK, son nom,
qu'est-ce qu'il a apporté dans son ancien emploi, c'est quoi l'expérience qu'il a, juste quelques points, 4 points qui définissent qui est la personne, qui montrent directement là, tu dis ton nom, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce qui t'intéresse dans cette entreprise-là. Donc, ces 3 choses-là seulement, ça englobe plus ou moins ce que vous avez à dire. L'employeur, c'est son rôle de vous demander plus de détails sur certaines choses. Mais vous ne pouvez pas, quand on dit parlez-moi de vous, vous n'allez pas commencer à détailler tout votre CV. Ça devient ennuyant et puis on a l'impression que vous avez le monopole de la parole. L'employeur veut une interaction avec vous. C'est pas juste une personne qui va blablabla. Bla, 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 bla. Et puis là, l'employeur sait plus quoi vous dire parce que vous avez répondu souvent à toutes les questions. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de créer une relation avec l'intervieweur. C'est important. On veut créer une relation avec l'intervieweur. Et pour créer cette relation, il faut laisser une petite marge à l'employeur pour qu'il pose des questions. C'est un peu, parlez-moi de vous, surtout quand on vous pose la question, c'est généralement en début, c'est donner un aperçu de qui vous êtes, de ce que vous allez apporter, mais de façon succincte, mais de façon que ça creuse l'intérêt, ça donne l'envie à l'employeur d'en apprendre davantage sur vous. Donc, il faut faire attention avec cette question-là. Dire du mal, ben ça, c'est souvent les gens, par exemple, qui ont fait un entretien ailleurs ou bien qui ont travaillé ailleurs. Généralement, c'est souvent pour le deuxième emploi. Et puis là, on commence à dire tout ce qu'on n'a pas aimé dans le premier emploi. C'est vraiment pas important. Ça ne dit rien de bon sur vous. Donc, c'est pas la peine de commencer à parler de d'autres emplois ou de d'autres entreprises. C'est important parce que souvent, il y a toute la frustration, surtout quand on est nouvelle arrivant, on a le premier emploi, ça n'a pas marché, on cherche un nouvel emploi, on veut forcément trouver la faute chez l'employeur ou chez quelqu'un d'autre. Ici, ce n'est pas un règlement de compte, ce n'est pas l'occasion de commencer à dire qu'est-ce qui n'était pas bien chez l'employeur. Mais soyez focalisés sur cet emploi-là. C'est comme si c'était le premier, un nouvel emploi. On se focalise juste sur cet emploi. Et puis, poser les mauvaises questions. Poser les mauvaises questions, c'est juste les gens qui n'ont jamais lu sur l'entreprise, qui ne savent rien sur l'entreprise, ils vont poser des questions qui n'ont vraiment rien à voir. Vous n'avez pas de questions personnelles à poser à l'employeur. C'est important de poser des questions sur l'emploi, sur ce qui se fait dans l'entreprise, mais rien de personnel sur l'employeur. Et puis mentir, bon, mentir, ça, c'est les gens qui inventent beaucoup de choses dans leur CV. Moi, je vois souvent dans les CV, il y a des choses, tu vois, tu es convaincu que la personne ne les a pas faites, mais elle dit qu'elle les a faites. C'est pourquoi on fait l'exercice et dit, faut me parler un peu de cet emploi-là. Qu'est-ce que tu as fait ici? Donc, votre travail en tant que coach, c'est de déterminer s'il y a un peu d'ajout, un peu trop d'ajout dans cette partie. Comme ça, on essaie de l'enlever, mais on le fait de façon subtile à ne pas à choquer celui qui a fait le CV, mais juste lui dire, ben ça, c'est pas très pertinent. Il peut mettre les choses pertinentes dans son CV. Manquer de confiance en soi. Quand vous faites un entretien d'embauche, l'employeur a besoin d'être rassuré. C'est un peu comme quelqu'un qui veut acheter quelque chose, il veut acheter votre produit. La personne doit être rassurée de qu'est-ce que vous avez à offrir. C'est important. Mais si vous ne le dites pas avec assez de confiance, c'est difficile pour vous de vendre votre produit. Parler de votre vie, en particulier de vos problèmes personnels. Je sais que ça peut paraître marrant, mais souvent, tu as des gens en entretien, mais durant tout l'entretien, ils vont parler seulement que de leur frustration au Canada. Parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de frustration pour les immigrants. On arrive, ce qu'on a pensé du Canada, c'est pas ce qui est là. La réalité est totalement différente. Les gens sont frustrés. J'ai déjà eu des gens en entretien et tout ce dont ils m'ont parlé durant l'entretien, c'est comment ils avaient un très bon boulot dans leur pays. C'est comment ils étaient directeurs ou directrices dans leur pays. C'est comment ils avaient beaucoup de personnes à gérer dans leur pays. À la limite, je me disais que la personne se sentait réduite à zéro que de venir postuler pour un poste de conseiller en emploi. Ce genre de personne, tu n'as pas envie de l'embaucher dans ton entreprise. Donc, il faut que les gens puissent faire à la part des choses entre le fait que quand on arrive au Canada, malheureusement, c'est un recommencement et il faut accepter qu'il faut recommencer quelque part. Donc, comme ça, la personne est mieux préparée à répondre à ce genre de choses. C'est pourquoi on dit, on ne parle pas de notre vie personnelle durant un entretien d'embauche. Et puis, le manque d'écoute, il y a des gens, l'employeur parle, mais lui, il a déjà ses réponses, surtout ceux qui ont été beaucoup préparés durant l'entretien d'embauche. Ils ont une idée, voilà comment je dois répondre. Donc, ils n'essayent pas de faire la conversation avec l'employeur, mais juste répondre aux questions. Et puis, qu'on a dit, soyez doux, ça c'est juste une façon de dire, on ne veut pas être agressif quand on répond aux questions, ou surtout quand on nous pose une question avec laquelle on n'est pas confortable. Il ne faut pas commencer à être agressif, il faut trouver la façon de le dire avec une énergie positive.
Après l'entrevue, terminez votre entretien en remerciant l'employeur. Une fois rentré chez vous, envoyez un email de remerciement au recruteur et réitérez votre souhait de travailler pour eux. Indiquez vos qualités les plus pertinentes liées au poste dans votre email. Vous pouvez rappeler un certain temps pour faire un suivi. Il faut faire attention avec ça parce que on a dit vous pouvez, c'est pas toujours. Quand vous faites un entretien, à la fin de l'entretien, vous pouvez demander à l'employeur est-ce que je peux vous appeler après? Est-ce que ça vous dérangerait si je vous appelle? Il faut toujours avoir la permission avant d'appeler. Parce que sinon, on se retrouve dans une histoire, on commence à appeler plusieurs fois l'employeur. Ça devient ennuyant et puis tout ça, ça joue aussi sur votre entretien d'embauche. La personne ne veut pas forcément avoir affaire à quelqu'un qui passe le temps à l'appeler. Donc, il faut faire très attention quand vous préparez le candidat à l'entretien d'embauche sur le retour après l'entretien d'embauche. Qu'est-ce qu'il doit dire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Généralement, nous, on conseille aux candidats d'envoyer un mail. Je trouve que c'est la façon la moins, je dis, stressante pour l'employeur. On ne veut pas mettre de pression sur l'employeur tout en voulant quand même lui dire qu'on est toujours là, qu'on attend un mail et toujours, il faut prendre l'occasion de remettre à l'avant nos qualités qui sont liées au poste. Donc, c'est un peu ça. L'objectif, c'était de le faire en 1h15. Je pense que c'est bon. Merci à tout le monde. Merci, Salimata. On posait tantôt, on me demandait dans le chat tantôt si ta présentation serait disponible, la présentation écrite. Absolument, je peux te l'envoyer. OK, parfait. Fait qu'on va publier le tout sur la plateforme incessamment, là, et le vidéo et la présentation PowerPoint. Donc, juste dire que dans le chat, j'ai envoyé déjà le lien pour le sondage. Donc, prenez-le en note, s'il vous plaît, avant de quitter. Mais là, ça serait, on a du temps, on a 20 minutes encore. S'il y en a qui ont des questions ou qui ont des préoccupations, qui veulent échanger sur des sujets ou des situations qu'ils trouvent difficiles pour préparer les candidats en entrevue, c'est le temps. Vous pouvez lever la main, on va vous donner un droit de parole. Si vous préférez écrire votre question, vous pouvez l'écrire dans le chat, ça va me faire plaisir de le lire assez vite. J'aurais une petite question, si c'est possible. Oui. Je te remercie avant tout. C'était vraiment très, très pertinent et surtout enrichissant. Merci. Par contre, ma question, c'était plus sur le point où tu as parlé de l'intégration. Donc, c'était un petit peu des retours des employeurs. Est-ce que, par exemple, pas dans toutes les régions, peut-être dans toutes les situations, la difficulté de s'intégrer est due à l'absence d'un climat d'intégration, c'est-à-dire quand on est confronté à un refus, donc l'être humain généralement se retourne vers son groupe parce que c'est aussi c'est un sentiment d'appartenance, c'est-à-dire est-ce que c'est pas dû à ça aussi? Ben, l'intégration, les causes de la non-intégration d'un employé, ça peut être dû à plusieurs raisons, hein. Ça peut être seulement le climat, comme vous avez dit, le milieu même de l'emploi qui n'est pas vraiment propice à l'intégration, parce qu'il ne faut pas oublier que même quand on enseigne la diversité culturelle dans le milieu de l'emploi, généralement, ce sont que les gestionnaires qui vont assister souvent, mais est-ce que l'information va en bas? Est-ce que les gens comprennent la diversité? Et puis aussi, les gens font dans des ateliers juste parce que c'est un devoir au travail à faire, mais est-ce qu'ils intègrent vraiment la notion de diversité? Donc, ça peut faire que justement, ça va être difficile. Mais la question d'intégration, il faut savoir que c'est dans les deux sens. Il y a ce que l'employeur doit faire et puis il y a ce que aussi l'employé doit faire. Donc, si ce n'est pas fait dans les deux sens, l'employeur va vous donner tout ce qu'il veut. Mais si l'employeur de son côté ne fait pas d'effort, il n'y aura pas d'intégration. Donc, mais il y a différentes raisons. Les gens vont expliquer souvent que c'est l'employé qui se met de côté. L'employé, quand tu écoutes sa version, non, c'est parce qu'ils ne veulent pas me parler, c'est difficile. Nous, la solution, c'est d'enseigner la diversité à tout le monde, que ce soit les employeurs, les employés, tout le monde. Si tout le monde la comprend, elle va être mieux acceptée dans le milieu du travail. Merci beaucoup. Une question de Younes de l'Ontario. Votre micro est fermé. Oui.
Peut-être juste ouvrir ton micro. Ouais. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais bien remercier Salimata pour la présentation très enrichissante. J'ai Merci. une question qui peut en fait faire partie, c'est à moi de te remercier en fait Salimata. J'ai une question qui est en relation peut-être avec la thématique de l'atelier d'aujourd'hui, mais également avec l'accompagnement en général. En fait, moi personnellement, et je pense que c'est le cas de mes collègues à la SEO, on accompagne des clients qui sont généralement des personnes avec beaucoup d'années d'expérience et un diplôme généralement de maîtrise. C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont très, très, très bien qualifiées et qui sont capables vraiment d'intégrer le marché d'emploi d'une façon facile au Canada. Par contre, ils doivent souvent passer par l'approche gradation, c'est-à-dire ils doivent toujours cibler au début un poste où ils sont considérés comme surqualifiés. C'est ça. Donc, je trouve toujours du mal donc à conseiller le client sur ce point, comment il peut un petit peu donc défendre sa candidature et éviter d'être considéré par l'employeur comme surqualifié pour le poste en question, parce que souvent les employeurs connaissent ce genre de candidature, ou peut-être l'employé ou le chercheur d'emploi, si je veux dire, si je peux dire ça, cherche juste donc un passage peut-être un emploi alimentaire, si je peux dire ça, pour quelques mois, voire une année, en attendant qu'il soit pleinement inséré dans le marché d'emploi. Chose qui ne qui va pas certainement plaire à beaucoup d'employeurs. Je me demande comment, à part le CV, donc tout ce qui est conseil par rapport au CV par compétences et tout, lors de l'entrevue avec l'employeur, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux chercheurs d'emploi pour justement défendre ce genre, se défendre ou se justifier, si je peux dire ça, si jamais cette question a été posée à lui, sachant que pas mal justement de clients me font un retour sur justement cette question. Donc, j'étais devant un employeur qui me disait, donc, tu es surqualifié pour le poste en question. Est-ce que tu es sûr que tu es intéressé par ce poste ou c'est juste peut-être donc que tu es dans l'obligation de prendre le poste en question pour quelques mois en attendant que tu trouves une autre solution. Donc, si vous avez des conseils là-dessus, ça sera génial. Merci beaucoup. OK. Merci. Je sais que c'est très difficile à répondre parce que beaucoup de candidats vont prendre un poste alimentaire, comme vous dites, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Mais quand un candidat est préparé à l'entretien d'embauche, comprend, il faut que le candidat lui-même intègre que ça fait partie de son processus d'immigration. Quand le candidat a intégré ça, ça devient plus fluide de pouvoir répondre durant un entretien d'embauche, que c'est le processus. Faire comprendre à l'employeur, c'est vrai que si j'ai un doctorat, que je vais postuler pour un poste à Saboué, l'employeur n'est pas idiot. Il sait que je postule parce que j'ai pas d'autre emploi. Mais en même temps, il faut que l'employé, par le candidat, puisse montrer l'amour qu'il a pour la chose. C'est pourquoi de plus en plus, on veut éviter que les candidats prennent juste des emplois alimentaires. On vous demande aux conseillers en emploi d'aider les chercheurs d'emploi à trouver des emplois plus ou moins connexes à ce qu'ils ont fait, qui se rapprochent un peu de ce qu'ils ont fait. Ça fait que c'est plus facile pour le chercheur d'emploi de défendre le fait que ben, j'ai, je sais pas, une maîtrise je sais pas, en comptabilité, mais que je prends un poste juste pour faire la paye dans l'entreprise. Mais au moins, je peux expliquer que c'est lié à ce que j'ai déjà fait. Donc, c'est une continuité et que je vais commencer là, ainsi de suite, parce que j'espère grandir dans l'entreprise avec vous. J'espère faire ci, ça. Donc, l'employeur voit plus ou moins comment est-ce que vous voyez sur le long terme dans l'entreprise que vous avez commencé quelque chose, mais ça, vous allez aller à un point. L'objectif, c'est pas que je commence juste en bas et que je reste en bas pour toujours. Mais c'est un cheminement. Donc, durant la préparation de l'entretien d'embauche, c'est de préparer le chercheur d'emploi à montrer le cheminement qu'il est en train de faire. Donc, c'est un peu ça. Mais il y a des postes, malheureusement, tu ne pourras pas toujours justifier. L'employeur, ben, s'il veut t'embaucher ou non, mais ça va être difficile quand même de justifier. Mhm. Donc, si j'ai bien compris, Salimata, donc le chercheur d'emploi ou le client doit défendre le point qu'il est prêt à commencer from scratch, c'est-à-dire en bas de l'échelle, et que cela ne le démotive pas. Au contraire, donc peut-être ça donne plus d'énergie pour évoluer au sein de l'entreprise.
Ouais, et puis il faut comprendre que on vient, c'est un nouvel environnement. Donc, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, il y a des choses qu'on veut comprendre. Donc, c'est de montrer ça à l'employeur que peut-être que je sais pas, j'étais directeur financier là, mais aujourd'hui, je suis un agent de paie parce que j'ai besoin même d'intégrer la comptabilité ou les finances au Canada. C'est différent de la Côte d'Ivoire. Donc, pour ça, je vais pas commencer un poste de direction, mais je commence là, mais pour vraiment mieux assimiler ce qu'il y a à assimiler et puis prétendre à une meilleure position sur le long terme. Merci beaucoup, Salimata. De rien. Merci. Tu as un de tes collègues du CDM qui a la main levée. OK, vas-y, Bob. Merci beaucoup, Salimata, pour cette présentation très riche. Une petite question pour moi. C'est vrai que la plupart des personnes que l'on prend en charge, c'est des nouveaux arrivants, des personnes qui arrivent dans un milieu nouveau, ils ont beaucoup d'informations à intégrer. Et tu l'as dit, la tentation, c'est pour les conseillers en emploi de pouvoir donner des informations, des conseils, même au-delà de sa zone de compétences. C'est vrai aussi que de l'autre côté, les clients, les nouveaux arrivants, ils ont tellement envie de pouvoir comprendre comment ça marche qu'ils ne ratent pas cette occasion de demander des conseils. Est-ce que, comme je l'ai bien compris, il faut certainement, il faut lui dire non, pour ça, je te dirige plutôt vers les organismes d'installation ou bien parce qu'il s'agit aussi de bâtir avec lui une relation de confiance. Il pose cette question parce qu'il sait que tu es là peut-être plus longtemps que lui et que tu pourrais lui dire une ou deux choses, lui dire des choses de manière générale tout en lui dirigeant vers ces organismes-là. Quelle serait pour toi la meilleure façon de faire? Ben, la meilleure façon, je dis, comme tu l'as bien dit, on est toujours tenté de partager notre propre expérience avec les candidats. Mais je l'ai dit, il faut faire attention parce qu'il y a le revers de la médaille, de ce qu'on va devoir assumer ce qu'on a dit à un candidat. Ce que je conseille généralement aux gens, c'est de les référer vers les organismes compétents. Ou si vous voulez donner des conseils à des clients, que ce n'est pas dans l'ordre de l'employabilité, il faut le faire de façon plutôt générale, comme tu l'as dit, sans vraiment être très, je veux dire, sans entrer dans les détails parce que ça va nous revenir. Et puis, il faut faire attention que quand on est conseiller en emploi, par exemple, pour une entreprise, on parle, c'est difficile de parler à son nom propre, mais on parle toujours au nom de l'organisme. Les gens ont tendance à dire, au CEDEM, on m'a dit. Ils ne diront pas forcément Salimata m'a dit, mais c'est au CEDEM. Donc, c'est pourquoi il faut faire attention avec l'information qu'on donne. Tant qu'on peut la garder générale, sans entrer dans les détails, c'est mieux. Mais l'idéal, c'est de référer toujours vers les organismes compétents. Merci, Salimata. Oui, On maman. a Mamadou de la Saskatchewan. Ah, on ne t'entend pas, Mamadou. Pas. Pourtant, on voit que ton micro est ouvert, mais on ne t'entend pas. On n'entend Là, pas. vous m'entendez? Oui, Oui. Oui. Alors, merci Salamata pour la présentation. J'ai beaucoup aimé. C'est vraiment pertinent. Alors, moi, j'ai juste, c'est pas une remarque qui est liée à la présentatrice que tu es là, je pense. C'est peut-être que tout le public qui écoute, parce que moi, je coordonne un programme d'employabilité où je reçois des jeunes qui sont issus de l'immigration, mais qui sont aussi canadiens. Alors, ce que j'ai pu remarquer, la plupart, je sais qu'il y a eu beaucoup d'exemples qui sont donné par rapport à quelqu'un qui immigre, par exemple, mais c'est peut-être juste un petit choix. Mais dans le fond, la plupart des choses qui sont dites ici, je me suis rendu compte que ce soit un immigrant que quelqu'un qui est né, grandi au Canada, souvent c'est pertinent de savoir ces choses-là. Pas toutes, il y en a qui sont peut-être assez particulières, tu peux comprendre ce que je suis en train de dire, mais quand j'évalue les jeunes, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses, parce que notamment tout ce qui est lié par rapport à la culture au milieu de travail, comment s'intégrer dans une équipe, c'est aussi valable pour quelqu'un même peut-être qui est né, qui a grandi ici, dont les parents sont d'ici. C'est pour dire un peu la pertinence de façon globale de cette présentation ici. Merci beaucoup. Merci. ah, merci. Puis d'ailleurs, je tiens à vous rappeler là, que la prochaine formation va avoir lieu mardi prochain, 5 mars. On va encore parler des entretiens d'embauche, mais axé sur notre côté, axé vers les employeurs.
Donc, ça va venir en complément de ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Puis, il va y avoir aussi le 12 mars, là, donc les 2 prochains mardis, mettez ça à votre agenda d'1h30 jusqu'à 15h, ben, heure d'Ottawa, là. Donc, ajustez l'heure selon où ce que vous êtes au Canada. Il nous reste un petit 5 minutes. Y a-t-il quelqu'un qui a une petite dernière question pour Salimata? Non? Mais écoutez, peut-être, je ne sais pas, Salimata, si les gens ont des questions qui pensent un petit peu plus tard puis qui veulent écrire la question, est-ce qu'ils peuvent t'envoyer un petit courriel ou… Absolument, s'il y a quelqu'un qui a des questions, ou bien quelqu'un qui, comme j'avais dit, s'il y a quelqu'un qui veut qu'on travaille ensemble sur, je sais pas, le coaching ou quoi que ce soit, je suis disponible. On peut trouver du temps pour se parler. Excellent. Est-ce que tu veux écrire ton courriel dans le chat? Comme ça, les gens, si jamais ils ont une question, ben, ils auront à tout le moins ton adresse de courrier électronique. Je tiens encore à remercier Salimata. Je tiens à remercier tous les participants. Vous étiez nombreux cet après-midi. C'est génial. Un gros, gros merci. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Je vois que Mamadou, c'est une ancienne main. Oh non, c'est quelqu'un qui applaudit. C'est Merci. Donc, on se dit à la semaine prochaine. OK. C'est ma collègue Magali.